Je te parie 100 sous que tu le regretteras. Tu le regretteras. Tu le regretteras beaucoup. Ah, Gilbert Bécaud prévenait la France qu'elle regretterait le départ de De Gaulle si celui-ci n'était pas réélu en 1965. C'est assez curieux puisque prévoir un regret, c'est un peu contraire à l'idée même de regret qui concerne généralement un fait passé. Dans tous les cas, j'espère que vous ne regretterez pas l'écoute de cette heure de radio qui s'amorce à l'instant. Ici Jean-Philippe Plot, flanqué de mon ami le mammouth laineux national, Serge Bouchard. Bonne soirée à tous, bonne émission, c'est parti. Oui, j'ai des regrets. Il y en a un, c'est de pas, au moment où j'en avais l'occasion, les moyens, puis tout à ma disposition, c'est de pas avoir mieux appris le français. Et pourtant? Pourtant, je suis pas manchotte, je suis pas tellement maladroit. Non. Mais j'aurais dû fouiller le français, la langue française, et en avoir une connaissance parfaite, parce que pour moi, c'est la clé de tellement de choses. Une langue possédée à fond. Ici, Radio-Canada. Ici, Radio-Canada. Bonsoir et bienvenue dans votre cabaret du soir qui pense. Édition du 21 mars 2021. Et cette voix, c'était celle de Gilles Pelletier, qui est né en 1925 et qui est décédé en 2018. Il était au micro de Radio-Canada en 1972. Oui. M. Pelletier fait partie de cette génération, je dirais, et de ces gens qui ont espéré maîtriser totalement la langue française, ce qui est un immense et beau projet, évidemment. Procéder totalement, étudier, s'améliorer, connaître bien la langue française. Mais il le fait dans un contexte où on est en 1972. Il idéalise les Français qui parlent si mal français aujourd'hui. Sans quoi le regret devenait, bien sûr, inévitable. Ce soir, pour échanger avec nous sur le thème des regrets, on recevra l'essayiste et psychologue Nicolas Lévesque, auteur de plusieurs essais, dont Fora sur ma pratique de psy. On discutera avec lui du regret comme matériau de base à partir duquel il travaille en clinique. Il sera également question des regrets que peut avoir une communauté, une famille, une société. Oui, dans nos échanges, on va discuter de ce qui permet de vivre en ayant le moins de regrets possible. On va évoquer la pensée d'un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la notion de regret, Søren Kierkegaard. Il sera aussi question des regrets qui sont un révélateur de la liberté pour Henri Bergson. Et on s'intéressera à l'adjectif « regretter ». Oui. Quant au circuit fermé, oui, c'est à vous. Je vous ai proposé, Jean-Philippe, de me remplacer une autre fois pour me permettre de poursuivre ma convalescence, parce que convalescence, il y a bel et bien. Vous avez accepté. Je vous en remercie. Et quel est le titre? J'aime ça dire ça. D'habitude, c'est Jean-Philippe qui dit ça, mais là, c'est moi. Quel est le titre de votre texte ce soir? Ça s'intitule « La société des sociologues disparus ». Mon Dieu, quel beau titre. Merci, Serge. Et je sais que vous vous intéressez beaucoup aux sociologues. En tant qu'anthropologue, je comprends pas trop, mais je vous respecte. Serge, on a dit la semaine dernière qu'un regret, c'était le fait de s'en vouloir pour une décision qu'on n'a pas prise par le passé, et que le remords, au contraire, c'est de s'en vouloir pour une décision qu'on a prise jadis. Je me permets cette question indiscrète-là, puisqu'on est entre nous deux seulement. Est-ce que vous avez parfois des remords d'avoir fumé pendant 50 ans? Pas du tout. Pas du tout? J'ai aimé chaque cigarette que j'ai fumée. Ah oui? Et vous ne regrettez pas la décision d'avoir arrêté quand même? De la première jusqu'à la dernière. Je regrette pas non plus la décision d'avoir arrêté il y a 10 ans. Déjà. Et c'est pas dans ces secteurs-là que vous allez trouver mes vrais regrets. Serge, on invite les auditeurs à nous écrire à cfou@radio-canada.ca ou si vous préférez, visitez notre page Facebook et commentez sous la publication de cet épisode-ci ou encore envoyez-nous un message privé. Bonne émission à tous et à toutes. 1982. Moi, j'ai avancé. Je sais que j'ai avancé. J'ai peut-être régressé dans des affaires, j'ai avancé dans d'autres. Tu sais. As-tu des regrets?
Des regrets. Oui, j'aurais des regrets dans le sens que je me dis... j'ai le regret d'avoir niaisé sur des affaires. C'est peut-être le seul regret que j'ai. J'ai perdu bien du temps. J'avais pas d'affaires là, mais j'étais pas assez conscient, je sais pas. J'étais pas assez lucide. Et puis dans bien des choses encore, je ne suis pas assez, tu sais. C'est Raoul Duguay qu'on entendait ici au micro de Radio-Canada. C'était en 1982 à l'émission de radio intitulée « Pour le temps qui dure », animée par Marc Filion. C'est drôle hein, parce qu'on le disait la semaine dernière, réfléchir au regret, c'est en parallèle réfléchir au temps. Ici, l'émission s'intitule justement « Pour le temps qui dure » et Raoul Duguay, lui, dit qu'il a principalement un regret, celui d'avoir perdu son temps, mais cette impression-là d'avoir perdu son temps, on s'en rend compte souvent après coup. Dit autrement, on ne regrette pas ce qu'on fait quand on le fait. On le fait, tout simplement. Le regret vient après, finalement. Avant de commenter plus avant, je vous dirais que moi, j'en ai des regrets. Un beau regret. Raoul Duguay et moi, on est en quelque sorte des amis. On a fait des beaux voyages en automobile. On a fait des choses ensemble. Et mon regret, c'est de ne pas l'avoir revu. Oui. Et j'ai un grand... Alors, il nous écoute sûrement ou pas. Ou c'est un peu comme vos retrouvailles ce soir. Là. C'était pas prévu, vous le saviez pas, là, mais je crée ces retrouvailles-là ce soir. Oui, vous créez des retrouvailles, mais je salue Raoul Duguay que j'admire immensément. Mais dans le fond, une manière de comprendre ce que Raoul Duguay disait ici, c'est que le regret, ça se vit pas au présent, ça se vit au passé ou au futur, qui sait, dans la mesure où on peut être convaincu, disons, de ne pas avoir le courage nécessaire pour passer à l'action, pour prendre telle ou telle décision et être certain qu'on va le regretter. Mais je vous la pose, cette même question-là. Est-ce que, comme Raoul Duguay, vous avez déjà eu cette impression-là d'avoir perdu votre temps? Et si oui, le regrettez-vous? C'est ça, c'est un très, très beau commentaire de Raoul Duguay parce que c'est universel et c'est... des fois, on a l'impression d'avoir erré, d'avoir perdu notre temps, d'avoir fait des choses qui étaient inintéressantes, qu'on n'aurait pas dû faire, dans lesquelles on s'est embarqué, puis etc. Une vie, c'est une vie. Et on va se rappeler de nos beaux moments, les beaux moments d'amitié, les beaux moments d'amour, les beaux moments de beauté, de bonheur, etc. Mais le temps perdu, à la recherche du temps perdu, le temps qu'on a perdu, à ne rien faire, à mauvaisement faire, et Raoul Duguay a toujours le bon mot, à niaiser. Oui, c'est ça, c'était bien dit. Serge, on a beaucoup parlé du regret dimanche dernier dans une approche philosophique cette semaine. J'ai lu, cette fois, des articles qui jetaient un regard psychologique sur la notion de regret et plusieurs de ces articles-là faisaient référence à des études qui montrent que les regrets sont beaucoup moins importants, voire même nombreux, quand on a l'impression d'avoir de bonnes raisons de croire qu'on a pris la bonne décision. C'est intéressant, mais en même temps, puisque le regret, ça surgit dans le cadre d'un bilan, donc a posteriori, on peut seulement juger plus tard si nos bonnes raisons de croire qu'on a pris la bonne décision étaient finalement mauvaises. Bref, étant donné qu'on change, qu'on se transforme sans arrêt, il me semble que ça affaiblit un peu cette perspective psychologique-là quand même. Vous avez raison. On n'a pas mentionné assez dans nos émissions sur le regret, mais les regrets apparaissent au moment des bilans. Et on ne peut pas... nous sommes des gérants d'estrade sur nous-mêmes. Et ça, c'est très amusant. On se donne des plus, on se donne des moins. Mais si on pense avoir, comme l'étude le dit, là, trouver que à l'époque, au moment de prendre cette décision-là, qu'on avait de bonnes raisons de croire qu'on prenait la bonne décision, c'est vrai qu'on n'a pas de regrets. Mais par contre, c'est au moment des bilans que finalement on se dit non, j'avais pas de bonnes raisons de croire. Oui, mais c'est au moment des bilans. Mais une fois que la décision est prise, quand vous êtes devant un choix, là, je vous dirai pas la phrase célèbre de Yogi Berra qui avait dit « Va vers l'avant, tu trouveras une fourche, prends-la. » Non, ça résume bien, là. Mais tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. On est sur la route, on est sur l'autoroute. Tu es avec ta blonde, puis tu dis on sort-tu pas, on prend-tu la sortie, on prend-tu pas la sortie, puis là, tu n'apprends pas. Ouais. Mais une fois que tu as passé la sortie,
il faut vivre avec ta décision. Ben justement, est-ce que au fil de votre carrière, vous avez bien vécu avec votre décision d'être un électron libre hors du système universitaire? Parce qu'on imagine bien qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé devant ce dilemme-là. Je deviens professeur d'université ou je suis un pigiste toute ma vie. Et est-ce que vous avez eu peur de regretter votre décision, ne serait-ce que pour la stabilité financière que le job de prof d'université vous aurait apporté? En fait, est-ce que vous vous êtes imaginé des scénarios catastrophiques de regret? Est-ce que la peur vous envahissait quand vous avez pris cette décision-là? Non, pas du tout. La peur m'envahissait pas. J'ai pris ça de façon joyeuse. J'ai pris cette route du travailleur autonome, de la liberté. Je l'ai pris de façon naïve, innocente, mais surtout joyeuse et enthousiaste. C'était la joie. Je l'ai regretté parfois. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a rien de compliqué dans la vie. Je l'ai regretté quand j'avais pas une scène, j'avais pas de contrat. C'est ça, je me disais. Donc, c'est des questions financières. Je me disais, mon maudit, j'aurais donc dû être professeur d'université et avoir un chèque à tous les 15 jours. Mais en même temps, je ne l'ai pas regretté quand j'ai eu des sommes d'argent, des victoires, puis des retours, puis que tout a été bien, ce que je suis aujourd'hui. Donc, je pourrais vous dire, au terme de cette longue course de 40 ans, que je n'ai aucun regret à cet égard. Au contraire, je suis d'une fierté que vous ne pouvez pas imaginer maintenant. Serge, un des philosophes qui s'est beaucoup intéressé à la question des regrets, c'est Søren Kierkegaard, 1813-1855, courte vie, hein? Notamment dans son ouvrage « Ou bien ». Pour lui, l'humain a le choix entre la position esthétique qui consiste à vivre dans l'instant, la position éthique qui consiste à domestiquer ses désirs et à s'engager. Et il y a la position religieuse qui permettait, selon lui, de vaincre ses regrets, de vaincre nos regrets. Pourquoi? Parce que, dans la foi, on s'en remet à Dieu et si c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, ça devient inutile de regretter parce que le pouvoir est dans les mains de Dieu, pas dans nos mains. Dans le même sens, il y a la position non religieuse, je dirais, d'un Nietzsche qui était le concept d'amor fati. J'ai bien l'impression. Aimer, accepter son destin, ça diminue l'intensité des regrets, voilà ce que je voulais dire. Voilà, moi, Nietzsche, c'est mon équipe. Il a le même chandail que moi. On joue dans la même équipe. Kierkegaard me pose beaucoup de soucis, mais aucun souci, il me pose pas aucun souci. Mais on le voit venir à 10 kilomètres de distance. C'est le 19e siècle morbide, religieux, bourré de remords, de doutes, de Dieu, de vivre dans le présent, mais de vivre, de faire qu'il y aurait une bonne vie, etc. Alors, c'est un peu l'angoisse du puritain. Ouais. Mais sa troisième voie, donc, au-delà de l'éthique et de l'esthétique, la voie religieuse, si on l'adapte à notre post-modernité, c'est justement ça, l'amour du destin. J'ai l'impression c'est la sagesse, c'est accepter ce qui nous arrive. D'une certaine façon, Kierkegaard était peut-être plus moderne qu'on le pense. Oui, si vous voulez, mais moi, je le mets pas dans l'amour fati, dans le destin. Quand on s'en remet à Dieu, il n'y a plus aucun regret. On s'en remet à Dieu, Dieu l'a voulu. Alors, vous avez plein de dialogues comme ça. Tandis que dans l'amour fati, c'est vous et votre destin. Et c'est pas une acceptation fataliste du destin. Il y a quelque chose de l'ordre, oui, on peut dépasser ce qui nous arrive, mais d'abord et avant tout, c'est assis sur une acceptation de ce qui est. Non, mais on peut même devenir surhumain. C'est-à-dire de se ressoulever avec ce destin puis de lui faire face avec énergie, avec joie, avec une sorte de défi lancé, puis d'accepter, puis de vivre jusqu'à son destin. Vous voyez, on parle pas vraiment des mêmes choses là ici. Quant à moi, nos regrets, il faut les cultiver, les aimer.
Vous êtes davantage du côté d'Henri Bergson, qui est un de vos philosophes préférés aussi avec Jean Kelevitch. Je suis allé voir justement ce que Bergson avait écrit sur le regret. Je suis allé voir ça cette semaine. J'ai trouvé deux choses. Bergson disait que les regrets, ça vient quand on pense qu'il nous faut suivre une voie tracée. Donc, entre parenthèses, peut-être Dieu. Voilà. Kierkegaard. Ben voilà. Pour Bergson, c'est nous qui fabriquons notre voie. Donc, les regrets sont moins nombreux et moins lourds quand on se sent maître de sa vie. Et deux, le regret, et ça c'est très beau, est le révélateur de notre liberté. Pourquoi? Parce qu'on regrette seulement que les choix qu'on savait possibles. C'est intéressant, très intéressant même, mais ça soulève quand même la question des regrets impensés, je dirais, pour les choix qu'on ne savait pas possibles au moment de prendre notre décision et qu'on va découvrir plus tard au moment d'un fameux bilan, justement. Effectivement. Mais c'est la reconnaissance aussi que la vie nous amène sur un chemin où il n'y a que des fourches. Et le paquet de décisions qu'on a à prendre dans une vie fait que nous n'en retenons que les fourches les plus importantes. Imaginez-vous donc 2 secondes qu'on traîne tous nos regrets depuis le début de notre vie, ça serait lourd dans le sac à dos. Oui, le sac à dos serait plus un sac à dos, on serait au sol. Ça serait trop lourd. D'ailleurs, l'humain bien fait, il a une mémoire sélective. Mm-hmm. Donc, oui. Puis ça sert à ça, la mémoire sélective. Serge, on parle de mémoire, je prends la balle au bon. On n'a pas encore parlé du mot « regretter » qu'on utilise, en fait qu'on utilisait beaucoup plus avant que maintenant pour désigner un mort. Le « regretter un tel » ou la « regretter une telle » par exemple. Et la fonction de cet adjectif-là, « regretter », c'est bien sûr d'honorer la mémoire du disparu, bref, de s'en souvenir. Paradoxalement, j'ai entendu dans une archive cette semaine une comédienne québécoise évoquer un de ses plus grands regrets, soit celui d'être oubliée alors qu'elle était toujours vivante. Il s'agit de Germaine Giroux. On l'écoute ici en 1973. Et ce sera finalement peut-être le plus grand regret, ça. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je suis heurtée un peu. Est-ce qu'il commence à y avoir une certaine aigreur? Est-ce que ça vous fait mal à ce point-là? Non, je ne veux pas prendre ça de ce côté-là, sinon on serait trop malheureux. Non, seulement, ça me peine. Je me suis dit, j'ai sacrifié ma vie au théâtre. Je me demande pourquoi maintenant on m'oublie. Est-ce que vous regrettez maintenant de ne pas... Alors, c'est très triste d'entendre Germaine Giroux à l'émission Appelez-moi Lise, d'autant plus, Serge, que j'ai fait mes recherches, comme le veut la formule, et elle semble avoir été une très, très grande comédienne québécoise du milieu du 20e siècle. On dit parfois que la mort ultime survient quand la dernière personne sur Terre se souvenant de vous disparaît. Ben, ici, c'est très, très regrettable de l'entendre dire que elle se sent oubliée alors qu'elle est toujours en vie. Pour la petite histoire, Mme Giroux décédera en 1975, donc 2 ans après ça. Germaine Giroux, d'abord, la connaissiez-vous? Ça vous dit quelque chose? Et un commentaire peut-être sur cette archive-là, c'est triste à entendre. Hein? Ce qui est triste, c'est le propos universel de ne pas, surtout quand vous êtes une comédienne ou un comédien, la tentative de devenir immortel ou de ne pas être oublié. Ouais. Mais là, on est Germaine Giroux et de son vivant. Il faudrait que je retrace quel rôle elle a joué, et notamment... Beaucoup dans les trucs de Claude-Henri Grignon. C'était peut-être pas vos préférés. Non, elle a joué dans Séraphin, c'est ça? Oui. Ah, mon Dieu, quel rôle elle jouait dans Séraphin d'après Si vous continuez de parler 2 secondes, là, je vais vous dire ça. je veux juste savoir, je crois savoir c'est qui. Hein? J'ai son visage dans ma tête, mais je vais faire des recherches sur Internet. Ouais. Mais je crois savoir c'est qui. Elle a donc joué longtemps dans Un homme et son péché. Elle a interprété pendant 23 ans la riche héritière. Moi, je suis pas un fin connaisseur du tout là, d'Un homme et son péché. Elle a joué aussi dans Le Survenant et Les belles histoires des pays d'en haut. Ça serait un sujet magnifique faire un C'est fou sur Un homme et son péché. Ben oui. Vous n'êtes pas familier avec... vous connaissez pas Séraphin? Ben non, très peu, mais je peux quand même vous dire qu'elle campait le rôle de la lionne.
dans les belles Oui, histoires. je sais, je la vois, là, je la vois. Mais elle ne sera pas oubliée. Elle était inquiète, elle était vivante, donc de son vivant, elle s'inquiétait. Mais elle peut se rassurer dans la mort. On est en train d'en parler tous les deux. Ben, c'est ça. Mais il y a assurément un lien entre le regret qu'on éprouve pour une décision qu'on n'a pas prise et le regret que ressent justement ici Germaine Giroux. Dans les deux cas, on n'a pas de pouvoir pour changer les choses. Je veux dire, on ne peut pas revenir, nous, dans le temps. Bien sûr, on peut se pencher sur des décisions qu'on n'a pas prises à l'époque, mais on ne peut pas revenir dans le temps. Le temps est irréversible. Et Mme Giroux, ici, ne pouvait pas forcer les gens à se rappeler d'elle. Donc, c'est regrettable. Le pouvoir, on se sent impuissant, en fait. C'est ça que je veux dire dans les deux cas. Oui, mais en même temps, c'est une position dangereuse d'essayer de dire que, de son vivant, on s'entend, que nous ne serons pas oubliés. Vous direz jamais ça, là. Ben, non, mais je peux pas, parce que c'est quand je serai parti que la partie se jouera. Donc, moi, je ne saurai rien de cette partie. Est-ce que tous les livres que j'ai écrits vont mourir, disparaître à jamais, ne plus exister? Je pense que non, hein? En tout cas, pas pour les 200 prochaines années. Je sais pas. Je ne sais pas, mais ce n'est pas à l'auteur de sa vie, de sa propre vie, de faire le bilan post-mortem de sa vie. Ce qu'on entend à l'instant, c'est la pièce Goodbye Regrets de l'artiste Frivolous, paru en 2007. Ben, vous écoutez le cabaret du soir qui pense, qui regrette à peine. Oui, on n'est pas des adeptes de regret, vous l'aurez compris, chers auditeurs, chères auditrices. On regarde vers l'avant. Serge Bouchard et Jean-Philippe Plot à l'antenne d'ici Radio-Canada Première. Tout de suite après cette archive, on s'entretient avec l'essayiste et psychologue Nicolas Lévesque. Restez là. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité, il n'y a pas de sentiment de peur. Oui, les sentiments, il y a eu au moment même de l'avortement, il y a à peu près les 2/5 des femmes qui vivaient, ce n'est pas de la culpabilité, mais du regret face à cette période-là de leur vie. Mais ce regret-là est tellement complexe qu'on ne peut pas dire que c'est un regret de la maternité comme telle. Il y a sans doute le regret de la maternité, mais il y a aussi le regret d'une période très pénible, là, qu'on pense seulement, par exemple, au prix. Il faut chercher l'argent. Qu'on pense, par exemple, à la recherche d'un avorteur. C'est pas facile de trouver un avorteur, un médecin à Montréal qui puisse faire cette opération-là. Il y a aussi toutes les réactions sociales que la femme, l'humiliation qu'elle a dû subir auprès des médecins qui ont refusé ça. Alors, le regret recouvre tellement de choses, c'est tellement complexe que ce n'est pas seulement le regret de la maternité. Alors, il y a regret, mais c'est seulement, en fait, le regret intense de l'avortement comme tel, c'est seulement chez 10% de notre population, puis il y a des causes à ça. Lorsqu'on dit que l'avortement... Alors, c'était un extrait d'émission de Radio Présent, édition québécoise, diffusée le 18 mai 1972. Et c'est le journaliste René Ferron qui s'entretenait avec la psychologue Francine Boucher. On l'entendait ici, la notion de regret est complexe à saisir. Oui, c'est sûr, ça, parce qu'elle peut prendre plusieurs formes chez les gens qui l'éprouvent. Chose pas mal certaine, le regret représente un matériau de première importance sur lequel les psychologues travaillent avec leurs clients. Pour en discuter, on reçoit l'essayiste et psychologue Nicolas Lévesque. Bonsoir, Nicolas Lévesque, bienvenue à C'est Fou. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Nicolas. En fait, re-bienvenue, parce qu'on vous a reçu déjà une première fois plus tôt, puis on était très heureux que vous acceptiez de revenir faire un tour à l'émission. Et oui, et Nicolas, on va vous demander une réaction à cette archive qui date quand même de presque d'un demi-siècle. Comment avez-vous réagi en l'entendant? Le regret par rapport à l'avortement, par exemple, c'est une grande question. Je pense que la première chose qui me vient par rapport à ça, c'est que souvent, consciemment et rationnellement, on a l'impression que c'est nous qui regrettons quelque chose, que c'est nous qui revient dans le passé.
Mais au fond, ce que la psychanalyse nous a appris, c'est que c'est plutôt le passé qui revient en nous. C'est plutôt lui qui fait retour puis qui nous retrouve. Ouais. Et donc, je crois que c'est lui qui nous harcèle, c'est lui qui revient, parfois pour notre bien, parfois pour nous faire souffrir et tout ça. Donc, c'est certain que la question du regret, j'ai l'impression qu'on va parler ensemble du dans regret, qui pour moi est synonyme de retour, de revenance aussi. Et ça m'intéresse beaucoup, cette question-là. Comme psychologue, justement, on va vous la poser, la grande question concernant les regrets. Dans quelle mesure le regret représente une matière première à partir de laquelle vous travaillez comme ça en clinique comme psychologue? C'est très important parce qu'au fond, c'est pourquoi est-ce que la mémoire ou le passé fait retour, justement. Hein? On a caricaturé la psychanalyse en disant que c'était seulement un truc d'historien, puis au fond, de juste raconter son enfance, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas tout le passé qui nous intéresse, les psys, c'est surtout le passé qui fait retour. Alors, pourquoi est-ce que les fantômes reviennent comme s'ils n'étaient pas en paix? Alors, pourquoi tel morceau du passé revient comme ça dans le présent faire réfraction? Et c'est ce passé-là précisément qui nous intéresse. Et le regret, c'est comme un petit signal que, tiens, le passé me tire dessus et vient me titiller. Donc, il y a quelque chose en moi qui n'est pas tranquille là, avec ça. Vous-même, comme psychologue, parce que tout le monde fait la même chose dans le travail, même quand on fait de la radio, l'émission est terminée, puis on se dit « maudit que j'aurais dû dire ça ». Puis que j'ai pas dit ça. Puis, vous-même, souvent, ça arrive en sortant du studio, en fait, ça. Oui, immédiatement. Ou dans l'auto, en revenant à la maison. Vous arrive-t-il parfois de regretter de ne pas avoir dit telle chose à un client, ou même d'avoir, je dirais, des remords parce que vous avez dit telle chose à un client. Parce que psychologue, c'est difficile comme pratique. C'est très difficile. Ça m'arrive tout le temps, en fait, après chaque séance. Et puis, la beauté de mon métier, c'est que je les revois, les gens. Donc, c'est vrai. Donc, c'est ça qu'on apprend avec le temps, c'est qu'on va avoir une autre occasion. Et souvent, la séance d'après, justement, on va pouvoir revenir sur ça. Donc, ça, c'est le côté qui est bien de mon métier. Dans votre métier, c'est ce qui est plus grave, c'est quand vous avez des invités que vous ne revoyez pas. Oui, là, vous êtes pris avec un... Il n'y a pas de retour. C'est vrai, il n'y a pas de retour. Nicolas, on a tendance à identifier les regrets et les remords à la déception, voire même à la honte. À d'autres moments, le regret, il est lié, lui, à la nostalgie. Est-ce qu'il y a de bons et de mauvais regrets, à votre avis? Je dirais que... non, je dirais que je suis pas trop dans la morale en général, surtout pas avec les émotions psychologiques, parce qu'ils sont en fait des signaux qu'il faut revenir à quelque chose, qui n'est pas en paix. Et souvent, je crois qu'on pense que le regret, c'est de glisser dans le royaume des morts, des absents et du passé. Ouais. Mais au fond, je pense que le regret est beaucoup une façon de revenir à la mort de soi-même, à l'absence de soi-même, parce que c'est souvent un choix qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas été capable de faire. Et c'est comme si on s'était absenté. Tu sais, quand les gens disent ça, je sais pas j'étais où. J'étais perdu. J'étais pas là. J'étais pas là. C'est une phrase quand même incroyable. Donc, je crois que la mémoire inconsciente est particulièrement marquée par les moments où on n'est pas là, en fait. C'est-à-dire, par exemple, dans les traumatismes, la plupart des gens traumatisés disent « j'étais pas là, j'étais comme dissocié de moi-même, j'étais comme en dehors de mon corps. » Puis je pense que c'est toutes les décisions dans lesquelles on est complètement sidéré, on est un peu paralysé, puis on est donc un peu traumatisé par le fait qu'on n'était pas là à ce moment-là. Puis donc, c'est comme si la mémoire nous disait « reviens à ce moment-là, puis essaye d'être là, puis de refaire ce choix-là mieux. » C'est comme une boucle, jusqu'à temps que la vie nous donne l'occasion, en fait, de se reprendre. Puis cette fois-là, d'être là. En 2015, la sociologue Orna Donat a fait paraître le livre avec un titre extraordinaire, « Le regret d'être mère » chez Odile Jacobs. Alors, ce livre est constitué de récits qui racontent ce que la sociologue qualifie de tabou ultime, soit le fait de regretter d'être devenu
mère. Moi, ça m'est très familier parce que ma mère arrêtait pas de chialer pour nous dire qu'elle nous avait pas voulu. C'est vrai, ben oui. Ben oui, je connais ça. Est-ce que c'est un regret qui est fréquemment évoqué par vos clientes sans trahir le secret? Mais c'est vrai que c'est un tabou ultime. Oui, c'est vraiment un des pires tabous. C'est pire que le regret d'être né, par exemple, hein, que certaines personnes suicidaires vont émettre. Mais le regret d'avoir mis au monde, c'est sûr que c'est une coche de plus, je dirais, effectivement. Il y a différents degrés. Je pense qu'à un degré moindre, tous les parents regrettent d'être parents à un certain moment donné. Oui. C'est vrai. Surtout à l'adolescence, là. À certains moments de la journée. Oui. Mais c'est certain que... ça aussi, je dirais, je mettrais ça sur le compte de la mort de soi. C'est-à-dire en quoi est-ce que mettre au monde quelqu'un est synonyme d'une certaine mort de soi. Pourquoi telle mère trouve qu'elle peut pas exister parce que son enfant est là. Ça, c'est intéressant. Puis c'est dangereux, ou bien l'enfant ou bien moi. Je pense que ça c'est Kierkegaard, ça. Oui, exactement. Ben oui, puis c'est tragique. C'est-à-dire que heureusement qu'on n'a pas ce choix-là à faire. Hein? Il faut dire que c'est et l'enfant et moi. Il y a deux existences possibles. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont vécu ça, par exemple, dans leur enfance et puis qui revivent ça comme parents. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait choisir. Hein? C'est comme si l'enfant existe, moi, je dois me sacrifier totalement. Puis là, c'est ça. C'est plutôt tragique comme dilemme. On rappelle qu'on est en conversation avec le psychologue et essayiste Nicolas Lévesque. On va vous poser une question que nos auditeurs et nos auditrices se posent fort probablement depuis la semaine dernière. Et là, on vous a, alors on va en profiter. Quelle est la meilleure manière de se prémunir contre des regrets, selon vous? On vous écoute là et on prend des notes, Serge et moi, et les auditeurs et les auditrices. Alors, je vais vous surprendre, mais je crois que la meilleure façon, c'est d'être prêt à les recevoir, en fait. C'est-à-dire que plus on les accueille, plus on voit ça comme des signes, justement, parce que on est bien fait comme organisme, hein? C'est-à-dire que si le passé fait retour puis veut revenir cogner à notre porte, ben, il faut ouvrir la porte et puis dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que j'ai manqué, quel était ce moment où j'étais pas là, comment ça se fait que j'ai pas été capable d'être là, puis je vais essayer de l'être la prochaine fois. Puis donc plus on l'accueille, moins il cogne fort sur la porte. Hein? Et plus on en tire profit, peut-être, on tire des apprentissages de ces décisions-là qu'on n'a pas prises à l'époque et qu'on regrette, justement. Oui, parce que c'est intéressant, c'est souvent ce qu'on fait en psychothérapie, c'est-à-dire qu'on va voir quel contexte a créé le fait qu'on n'était pas capable d'être nous-mêmes à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on était à côté de nos pompes, à côté de nous-mêmes? Et là, il faut voir, souvent c'est lié à la peur. Hein? Au fond, la plupart des choses qui reviennent dans notre mémoire, c'est la peur, en fait. Puis d'essayer de voir qu'est-ce qui nous faisait peur, comment on peut surmonter ça, puis comment on peut revenir à une vie qui est plutôt dans le risque de vivre. Hein? Il faut risquer sa vie, au fond. Puis je pense que ça, c'est pour ça que les regrets, c'est nos meilleurs amis, comme la plupart des symptômes. Mais bon, ils nous font mal sur le coup, ils nous rendent tristes. Mais au fond, c'est ça qui est la santé, si on est capable de les écouter. C'est que c'est bien dit. On a pris des notes, écoutez tout le monde. Les regrets sont nos meilleurs amis. Je crois. À première vue, c'est une drôle de phrase, mais quand on prend le temps d'y penser, effectivement, ça fait bien du sens. Alors, Nicolas Lévesque, quand on lit vos essais, on réalise qu'il y a un sociologue qui est caché là, quelque part en vous, qui veut se manifester. Vous vous intéressez beaucoup à la société, et ça, c'est un sujet passionnant. Avez-vous l'impression qu'une société peut avoir des regrets? Une société, une communauté, une famille peut avoir des regrets? Oui. Comme il y a des secrets de famille. Ben, je vous remercie de me rappeler le sociologue refoulé qui est en moi. Il y a aussi un anthropologue refoulé, je crois. Puis, il s'intéresse effectivement je disais à votre recherchiste Mathieu, que j'aime bien, que je changerais la devise du Québec pour je me souviens, virgule, je deviens, parce que je dirais qu'il faut faire un équilibre entre le regret et qui est un mouvement au fond vers l'arrière d'une certaine façon.
et avec un mouvement vers l'avant qui est de l'ordre d'une renaissance, qui est de l'ordre d'une transformation, qui est de l'ordre de l'avenir. Et pour moi, justement, au niveau social, je crois que les sociétés sont dans le trouble, on pourrait dire les inconscients collectifs sont dans le trouble quand ils ont un seul de ces deux mouvements. C'est-à-dire qu'une société uniquement futuriste, là, un peu aliénée par l'idée de l'avenir puis du progrès serait folle. Ce serait une société folle, peut-être totalitaire. Puis de la même façon, une société uniquement dans le regret, dans l'espèce d'installation d'une tradition de marbre et de béton inamovible et puis qui n'est pas capable de se renouveler, serait aussi très malade, une société mélancolique d'une certaine façon. Fait que je pense que d'essayer de trouver ce bel équilibre entre le legs, la tristesse, le regret, l'attachement au passé et une espèce de mobilité vers l'avenir, vers tout ce qui nous transforme. Une question d'équilibre, finalement. Oui. C'est très puissant, ça. Je vous confirme que vous faites un très bon sociologue, Nicolas Lévesque. Ben, c'est gentil, merci. Ça m'a toujours passionné. Dès ma thèse de doctorat, j'étais pas capable de voir le deuil seulement comme une épreuve individuelle. Je m'étais intéressé aux rituels, aux totems, aux tragédies grecques. À l'inconscient historique et social, finalement, aussi. Oui. Nicolas Lévesque, en page 89 de votre livre Fora, sur ma pratique de psy, vous écrivez que vous collaborez parfois à des émissions de radio, notamment Plus on est de fou, plus on lit. Je vous cite, « Je regrette de ne pas avoir une personnalité plus extravertie, une voix plus radiophonique, le talent du conteur. » Qu'est-ce que le psychologue que vous êtes dirait ici aux collaborateurs radio que vous êtes aussi? Ben, j'imagine que je regrette de ne pas être Serge Bouchard, ça, c'est sûr. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait au monde, Serge Bouchard? Non, mais je vous comprends, là. Vous êtes un conteur. Il y a un sociologue caché en vous. Ben oui. Mais il y a un conteur caché en vous. Il y a une voix radiophonique qui est cachée en vous aussi. J'espère que vous allez aller vers ces communications. C'est gentil de me le dire. Tu vois, les regrets, c'est pour ça que je les vois comme mes meilleurs amis. C'est pour ça que je continue à faire de la radio. C'est parce qu'il y a quelque chose dans mon inconscient qui me dit « Retourne-y à radio. » Il y a quelque chose. Il faut que tu sois capable d'être dans tes souliers, même quand tu as une parole publique, parce que ma parole intime, elle a toujours été ma force là, comme psychologue ou dans ma vie. Mais une parole publique, c'est quand même autre chose. Hein? C'est un autre domaine, c'est une autre scène. Et puis moi, mon travail à moi personnel, là, si on me psychanalyse moi, c'est justement de travailler sur ce regret-là. Et ça me fait beaucoup avancer. Pour moi, c'est une thérapie à chaque fois là, de venir à la radio, donc ça me fait beaucoup de bien. Mais je trouvais ça très amusant de me souvenir hier de cette phrase en page 189 de votre livre Fora. Je me suis dit, il faut que je place ça dans l'entrevue, alors voilà, c'est D'ailleurs, fait. je passe aux 2 émissions où il y a le mot « fou » dans le titre. Hein? C'est vrai. C'est intéressant. Ça, c'est dans nos inconscients cachés quelque part. C'est ça. Nicolas, vous étiez là quand le temps était venu d'être là pour cette entrevue. Nicolas, bravo, vous n'aurez pas de regrets. Non, je pense pas, c'est vrai. Psychologue et essayiste, on vous recevait pour discuter des regrets. On va rappeler que vous êtes notamment l'auteur de Fora sur ma pratique de psy et co-auteur de l'excellent Ce que dit l'écorce avec Catherine Mavrikakis, que j'ai eu le privilège, le bonheur de lire récemment. Merci beaucoup et on va se dire à la prochaine parce que ça viendra, je suis certain. Oui, merci les amis. Salut. Oui, à la prochaine, Nicolas. À la prochaine. Bye bye. Bye. En circuit fermé. Avec Jean-Philippe Plot. Bonsoir. La Société des sociologues disparue. En juillet 2004, je publiais dans les pages du quotidien Le Devoir un texte intitulé « Sociologue Inc ». Mon texte débutait ainsi. Plusieurs l'ont déjà constaté, certains avec regret, d'autres avec joie. L'ère des grandes recherches théoriques en sociologie tire à sa fin. La tendance veut que le sociologue devienne un agent de solution, voire le technicien expert du problème social. Fermez les guillemets. Je dénonçais la rareté de la recherche fondamentale et la place grandissante de la recherche appliquée. Je questionnais aussi la croissance de la recherche en sciences sociales faite en partenariat avec l'entreprise privée et les gouvernements. C'est que souvent, dans le cadre de nos travaux, mes collègues et moi, on devait tempérer, voire modifier nos résultats pour ne pas déplaire aux organismes subventionnaires.
Une lettre ouverte dans un média, ça peut sembler banal, mais pour le jeune adulte, pas très bien dans sa peau que j'étais à l'époque, c'était énorme. La publication de cette lettre dans Le Devoir m'a valu une rencontre dans le bureau de la directrice du centre de recherche pour lequel je travaillais. Elle était très fâchée que je me sois permis de dénoncer publiquement ce qu'elle et tous nos collègues savaient pourtant et qui les préoccupait tous. L'enjeu était désormais le suivant: allions-nous perdre d'éventuelles subventions de recherche pour cette sortie que je venais de faire? J'étais à un tournant de ma vie, voyant se dessiner devant moi une carrière de professeur à l'université. J'avais tenté une dernière fois de brasser la baraque, espérant que ça fasse changer les choses. Puisqu'on m'a invité à rentrer dans le rang, j'ai pris la décision de démissionner du centre de recherche et de suspendre mon doctorat. J'en ai profité alors pour m'inscrire dans un certificat en communication et c'est ce qui m'a permis de décrocher un stage à Radio-Canada et d'y faire mon entrée en 2005. Je n'ai aucun remords d'avoir publié cette lettre dans Le Devoir et si j'en avais eu à l'époque, cet appel téléphonique m'aurait découragé d'en avoir eu. Au bout du fil, on me dit « Bonjour, ici le bureau de Jacques Parizeau. Monsieur Parizeau voudrait vous parler. » J'ai d'abord cru à une erreur de numéro, puis M. Parizeau a amorcé l'appel en saluant mon courage d'avoir dénoncé une situation délicate que certains de ses proches collaborateurs avaient remarqué depuis quelques années et qui les inquiétait. Il m'a invité à en discuter avec eux, ce que j'ai fait éventuellement. Mais c'en est resté là et j'ai entrepris ma carrière à la radio de Radio-Canada et voilà que depuis, un regret me suit. Celui de ne plus faire partie de cette communauté de sociologues universitaires qui peut faire bouger de l'intérieur les choses que j'avais dénoncées dans ma lettre. On me dit que les conditions de production de la recherche en sciences sociales ne se sont pas améliorées. Voilà qui n'est rien pour diminuer l'intensité de mon regret. Bien sûr, j'en parle parfois à la radio, comme présentement, mais de l'extérieur, je me sens pas mal impuissant. Pour amoindrir ce regret, je pratique, inspiré par Gaston Bachelard, la rêverie éveillée. J'imagine alors un professeur parvenant à convaincre ses collègues d'une idée très simple: refuser le conformisme ambiant et promouvoir la liberté de pensée sociologique sans égard aux organismes subventionnaires. C'est sans doute cliché, mais ça me fait plaisir de l'imaginer. L'instant d'un cri de liberté totale, ce professeur monte sur son bureau, rappelant qu'il faut constamment regarder le monde d'un point de vue différent, sans quoi les impensés se multiplient. Et il propose la création de la Société des sociologues disparus. Confidence, j'ai un autre regret aussi, celui de ne pas voir davantage de sociologues dans les médias. À une certaine époque, ils étaient régulièrement invités pour décortiquer, expliquer et chercher à comprendre les faits sociaux d'actualité. Pourquoi maintenant en faire l'économie? Est-ce un symptôme de quelque chose? Cette place est occupée de nos jours par les psychologues. On ne saurait, bien sûr, se passer de leurs regards essentiels. Là n'est pas la question. Mais si j'étais membre de la Société des sociologues disparus, je monterais à mon tour sur mon bureau et je déclarerais ouvert le premier chantier poétique sur l'invisibilisation des sociologues. Et je tenterai de ne pas tomber parce que oui, j'ai le vertige, même à cette hauteur, ce qui serait regrettable pour ma première intervention au sein de cette nouvelle organisation. Vous écoutez l'émission C'est fou sur Ici Radio-Canada, première.
Alors Serge, ce qu'on entend, c'est une pièce de piano enregistrée au milieu des années 40 par le pianiste français Paul Loyonnet, 1889-1998, une belle vie, hein? La pièce s'intitule « Langueur tendre » et j'ai eu envie d'en écouter quelques secondes parce que c'est lui qu'on s'apprête à entendre dans une archive de Radio-Canada datant de 1982. Il avait alors 92 ans, il s'exprimait au sujet d'un de ses plus grands regrets. Pour la petite histoire, Paul Loyonnet a notamment enseigné le piano dans votre alma mater, Serge, l'Université McGill. Saviez-vous ça, non? Non, j'étais pas au courant. On écoute donc cette archive de Paul Loyonnet au micro de l'émission La vie quotidienne, intervieweuse Andréane Lafont. Monsieur Paul Loyonnet, quand vous faites le bilan de votre vie, c'est pas un bilan très chaleureux, vous vous jugez assez sévèrement. Oui. D'ailleurs, voyez-vous, j'ai un chagrin en moi. Mes parents étaient âgés et quelquefois je me dis, si j'avais été logique avec mes idées religieuses, mystiques, philosophiques plutôt, j'aurais dû dire, pas de voyage, reste auprès de tes parents pour adoucir leur vieillesse. Je sais qu'ils m'auraient dit ne sacrifie pas ta carrière pour laquelle ils avaient fait tant de sacrifices et qu'ils étaient si heureux de voir à son apogée. Mais moi, ma conscience me reproche d'avoir préféré ma carrière à l'amour que je devais à mes parents. Voilà. Dans ce bilan, est-ce que vous donnez une place? Alors, je rappelle que c'est le pianiste Paul Loyonnet, âgé à l'époque de 92 ans, qu'on entendait ici à notre antenne, mais en 1982. C'est très, très touchant, je trouve, d'entendre ce monsieur parler comme ça. Spontanément, ça me donne envie de... Je sais pas vous, mais de le prendre dans mes bras. Monsieur Loyonnet, ma question pour vous, Serge, comment est-ce qu'on fait la paix avec un tel regret? Surtout que ses parents étaient morts déjà depuis plusieurs années au moment de la diffusion de cette émission-là, La vie quotidienne, en 82. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas traîner un tel regret? Parce que ça peut être lourd, hein, ça, sans vouloir pour... Il n'y a même pas d'interprétation. C'est tel que tel, il le dit. Imaginez-vous, là, j'ai 92 ans, je suis en train de donner une entrevue. À 92 ans, je dis j'ai un chagrin en moi. J'ai pas pris soin de mes parents quand ils étaient vieux. On peut pas se reprendre. Évidemment qu'on peut pas se reprendre. Dans ce cas-là, dans ce cas précis. D'abord parce que c'est passé, d'abord parce que les parents sont morts. On peut pas se reprendre. Donc, on va transporter ce regret avec soi jusqu'à sa propre mort. Alors, c'est un téléphone, je sais pas d'où ça sort. Mais on va transporter jusqu'à sa propre mort un pareil chagrin. Et il est bel et bien des chagrins que nous sommes condamnés à transporter avec nous jusqu'à la fin. Parce qu'il vous savez, ça s'appelle irréparable. Oui, je pense qu'on l'entendait bien dans la voix de M. Loyonnet. Serge, dans ma préparation, je suis tombé sur le livre « Les 5 regrets d'une personne en fin de vie » de l'autrice en fait, australienne et soignante en soins palliatifs, Bronnie Ware. J'ai eu envie de vous partager ces 5 regrets ainsi qu'à notre auditoire, si vous me le permettez, Serge. Donc, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. 2, je regrette de ne pas être demeuré en contact avec mes amis proches. 3, j'aurais souhaité avoir le courage d'exprimer davantage mes sentiments. 4, je regrette d'avoir travaillé si dur toute ma vie. Et 5, donc le 5e regret d'une personne en fin de vie selon Bronnie Ware, j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le désirais et pas selon ce qu'on attendait de moi. Ce livre-là est un best-seller. Serge, avant de vous laisser commenter, je vais me permettre de dire que je pense que vous n'aurez aucun de ces regrets-là. Est-ce que je me trompe? Peut-être celui d'avoir travaillé si dur. Oui, c'est ça, d'avoir travaillé au détriment... Je vous connais bien. Oui, vous me connaissez bien. D'avoir trop travaillé ou d'avoir trop voyagé ou d'avoir été trop absent au détriment de grands moments d'intimité, de bonheur avec ma famille, mes proches, etc. Mais c'est tellement beau ce que vous venez de lire, Jean-Philippe. Ce sont nos regrets... ordinaire d'à peu près tout le monde. À peu près tout le monde, à la fin de sa vie, peut
peut penser à ça. Je regrette de ne pas avoir consacré assez de temps à mes amis. Mais on vient de l'entendre du pianiste, du vieux monsieur qui dit c'est ma carrière qui est passée avant mes parents. Ouais. Alors, il était en train, sans le savoir, d'évoquer le regret numéro 4 de Bronnie Ware. Ben exactement. Puis tout le monde pense à des choses comme ça. Le dernier regret que vous avez mentionné, ça, je ne l'aurai jamais. Ouais. C'est-à-dire celui de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire, puis de m'être trop conformé à ce qu'on attendait de moi, mais ça, je ne l'aurai pas, parce que j'ai été ce que je voulais être à la barbe de tous ceux qui auraient pensé autrement. Alors voilà. Serge, ce qu'on entend, c'est la pièce No Regrets de l'artiste californien Dan Barrett. C'est un extrait de son album Strictly Instrumental, paru en 1987. La semaine prochaine, on a pris la décision, j'espère qu'on ne le regrettera pas, de passer à un autre thème après seulement 2 semaines à décortiquer la notion de regret. J'espère que vous nous le pardonnerez. On va s'intéresser pour l'occasion à la notion de rôle. Oui, la notion de rôle. On le fera avec qui? Nous sommes tous des acteurs, des actrices sur une scène et nous jouons un rôle. C'est Shakespeare qui disait ça. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone sonne sans cesse. Est-ce que la Terre a explosé? Je ne sais pas. Ce sera un plaisir immense. Faudrait le mettre plus loin de vous la prochaine fois. Là. Je sens que nos auditeurs... En fait, c'est devenu un ami de l'émission, là, votre téléphone. Là. Ça, puis votre sonnette de porte. Allez-y. Je suis pas bien placé pour le lancer. On va recevoir pour la première fois à l'émission du cabaret du soir qui pense, la comédienne Pascale Monpetit, pour parler des rôles. Pascale Monpetit est aussi ma complice à la lecture des textes de l'émission Récit. C'est une amie, on va être bien impressionné de l'avoir avec nous. Oui, on va mentionner d'ailleurs que le thème du ou des rôles, c'est une suggestion de Pascale elle-même. Quelle très bonne idée elle a eue. On la salue, on a hâte de l'entendre la semaine prochaine. Notre invité ce soir était l'essayiste et psychanalyste Nicolas Lévesque. On va remercier à la recherche Mathieu Fournier, au choix musical Robert Hamel, à la recherche d'archives Jacinthe Mayotte. C'est moi, Jean-Philippe Plot, qui réalise cette émission. Serge Bouchard, un énorme merci à vous. Place maintenant à la salutation de la semaine. On vous écoute. Eh bien, cette salutation de la semaine fait place à une immense plug de la semaine. Parce que vous avez, Jean-Philippe Plot, lancé cette semaine un nouvel épisode du Balado, le Spornographe, avec vos collègues Jean-Philippe Vautier et Olivier Niquet. On invite donc tous vos fans à télécharger l'épisode sur l'application audio de Radio-Canada. Le Spornographe est également en nomination ce soir au Gala des Oliviers. Imaginez, allez-vous être présent en tuxedo? Non, c'est pas permis en ce moment-là. C'est vrai. Bonne chance à vous, Paul Meilleur au coin. Merci, Serge. En fait, c'est Olivier Niquette, alias Yvan Piquette, qui nous représente là-bas ce soir. C'est Yvan Piquette. Voilà. Merci donc, Serge. Et pour les auditeurs de C'est Fou, sachez que dans cet épisode-là du Spornographe, je fais un petit segment de sociologie du sport. En tant que moi-même, Jean-Philippe Plot, co-animateur de l'émission C'est Fou, j'analyse une phrase de Régent Tremblay qui pense que la pandémie a gommé les inégalités sociales. D'après moi, je pense que vous allez aimer ce petit segment-là. Sur ça... c'est intéressant. Vous faites de la sociologie du sport au Spornographe. Voilà. Et vous faites des amateurs de sport intellectuels assez fous. Voilà. Vous faites le tour du sujet. On se laisse sur cette pensée de Sacha Guitry, 1885-1957. Citer les pensées des autres, c'est regretter de ne pas les avoir trouvées soi-même. Fin de citation. C'est exactement mon sentiment en ce moment. Je regrette de ne pas y avoir pensé moi-même à celle-là. Bonne semaine à tous. Serge, prenez soin de vous et on se dit à dimanche prochain. Au revoir. Thank you.